Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau journal des correspondants. Cette semaine, nous serons au Cameroun, au Tchad, nous irons au Congo-Brazzaville, au Burundi et en Guinée-Conakry. Merci d'être avec nous. On démarre avec le réchauffement diplomatique entre le Rwanda et le Burundi. Jeudi dernier, à l'occasion de la fête de l'indépendance du Burundi, le Premier ministre rwandais était l'hôte de Mac du président burundais. Reportage de nos correspondants sur place. À l'occasion de la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance du Burundi, ce 1er juillet 2021, après 6 ans de relations tendues, le Rwanda a été représenté par son Premier ministre, Dr Edward Ngirente. Un signe de rapprochement. Dans son discours, il a manifesté la volonté du Rwanda à se réconcilier avec son pays frère, le Burundi. Je voudrais réitérer l'engagement du Rwanda à travailler avec vous, Monsieur le Président, pour renforcer notre partenariat stratégique. Je suis convaincu que nous sommes tous prêts à travailler pour la consolidation et la promotion des relations existantes d'amitié et de coopération au profit de nos deux peuples. Le moment est venu pour le Burundi et le Rwanda de s'appuyer sur les fondements solides de nos liens historiques et culturels afin de parvenir à la prospérité et au développement durable. Ce qui a été bien accueilli par le Burundi. Nous avons espoir de tourner la page. On va lire le livre ensemble et ainsi écrire une autre histoire. Nous avons espoir que nous sommes en train de tourner la page pour entrer dans une nouvelle ère. Nous vous demandons d'apporter notre message au Rwandais, en particulier au président Paul Kagame. Il faut lui dire que nous apprécions beaucoup cette visite d'amitié et que ça nous donne un grand espoir. Économie à présent dans ce journal des correspondants, on parle de la dernière réunion des pays membres de l'Organisation mondiale des douanes, réunis une nouvelle fois par visioconférence. La redynamisation du commerce transfrontalier était au cœur des discussions. Cette redynamisation passe notamment par l'essor du commerce électronique transfrontalier sur le continent. Les précisions de nos correspondants en Afrique centrale, Chimène Baleba, Louis-Marcel Satou, Cyril Nguedjoy. On va aller nettoyer tout Maluku là. Parce que si on amène un investisseur, au moins que ce soit propre. Et on va trouver des jeunes, et nous tous, on a des machettes, on va nettoyer pour au moins que ce soit visible et propre. Et à l'abri des feux de brousse, comme maintenant ça sèche, mais ça peut prendre feu à tout moment. Cette annonce, faite le 12 juin dernier au terme de la visite d'état des lieux des zones économiques d'Igné et Pointe-Noire, est ainsi implémentée par le ministre des Zones économiques et de la diversification économique Émile Ouesso, en présence du ministre délégué au budget Ludovic Ngaté. Pendant une dizaine de jours, une centaine de jeunes en provenance des villages environnants, à l'aide de ce matériel flambant neuf, vont redorer le blason du parc industriel de Maloko, car le démarrage effectif des 15 usines déjà construites ici figure parmi les priorités du gouvernement. Il s'agit d'un parc industriel et commercial que nous vendons à des partenaires qui vont investir pour certains, qui vont reprendre des usines déjà existantes pour d'autres. Il nous fallait nettoyer et rendre donc propre ce site en procédant au mieux avec peu de moyens. Si le site prend vie, cela veut dire que la zeste de Igné va commencer à frémir et à recevoir effectivement. Outre l'assainissement, l'électrification de ce parc industriel et commercial avance à pas de géant.
Ce poste électrique en construction sera bientôt doté de 2 transformateurs de 25 MVA et sera directement connecté à la ligne très haute tension du barrage hydroélectrique d'Iboulou. Il est aussi prévu l'alimentation des usines par l'énergie en provenance de Pointe-Noire ou de la République démocratique du Congo. Cette semaine, nous avions parlé d'activités génératrices de revenus au Tchad. Il s'agit de la transformation du karité par les femmes de la province du Mandoul. Vous verrez comment ces femmes collectent et transforment les noix de karité en beurre, savon, crème et les déchets en bois de chauffe. Un reportage de notre correspondant au Tchad, Théophile Kadnouba. Arbre fruitier des savanes africaines, le karité est l'espèce la plus répandue dans cette vaste plaine du sud du Tchad, la province du Mandoul. Ici à Koumra, chef-lieu de la dite province, le karité est qualifié de l'or des femmes rurales. Nos grands-parents faisaient l'huile noire, mais pas le beurre en tant que tel. L'UNADES Formation avait pris une sœur pour l'amener au Burkina pour apprendre la nouvelle technique. Et quand elle est revenue, elle nous a réunis pour nous montrer comment faire le beurre de karité. Ce travail manuel exige de ces braves femmes de l'endurance, du courage et de la patience, car il nécessite plusieurs étapes allant du lavage du noyau et la fabrication du savon en passant par le concassage, le moulage, la torréfication, le barattage. Au bout de cette peine, il y a un prix. C'est une manne que Dieu nous a donnée. Le revenu a aidé vraiment les femmes dans les milieux ruraux. Il y a des femmes qui envoient leurs enfants en études. J'ai une moto qui me permet de me déplacer avec l'argent du beurre de karité. Cependant, ces courageuses femmes du Mandoul qui espèrent exporter le fruit de leur labeur sont confrontées à des difficultés. Au niveau de la plateforme, nos machines là sont tombées en panne. On est obligé de faire à la main. Le gros problème, c'est les emballages. Même si elles croient que l'appui qu'elles sollicitent auprès des bonnes volontés prendra du temps, elles ont encore la garantie des autorités traditionnelles pour exploiter le noix de karité pendant longtemps. L'arbre karité est un arbre sacré. Au moment de l'initiation, c'est l'huile de cet arbre-là que nous faisons la tradition avec. Et pour garder sa pureté, il faut laisser aussi la gestion aux femmes. Les gens qui ont initié la culture de cet arbre dans le Mandoul. Donc tous les chefs traditionnels veillent sur cet arbre. Le karité a plusieurs vertus selon les consommateurs avérés et les doctorants qui choisissent la Cofomac pour leurs recherches. On peut l'utiliser pour préparer toute série de recettes pour consommer. Sanitairement, on utilise sous forme de lubrifiant pour faire l'échographie des femmes enceintes. On utilise pour nettoyer les cheveux contre les bactéries, contre les poux. Ça nettoie, ça protège aussi la peau, ça laisse la peau hydratante et lisse. La Cofomac n'offre pas seulement l'opportunité aux femmes du Mandoul d'apprendre les techniques de la transformation du noix de karité, mais elle contribue également à la lutte contre l'analphabétisme en milieu rural. Avant, les autres femmes, elles ne peuvent même pas connaître le nom des enfants qui sont derrière le carnet. Là. Elle a amené son enfant à l'hôpital. Mais si les carnets sont 6-7 là, elle ne peut pas. Elle peut appeler quelqu'un, viens me chercher mon carnet. Ou bien le carnet de mon enfant. Donc nous sommes ignorantes. Et maintenant, on a fait ça là. Maintenant, là, elles savent écrire et lire. Ces femmes qui ont découvert le bienfait de la coopérative pour faire face à l'ignorance et à la pauvreté ont jugé nécessaire de se faire emboîter le pas par leur progéniture. Direction la Guinée-Conakry où le gouvernement a décidé d'interdire la coupe et l'exportation de bois dans le pays. Ces mesures sont censées participer à la préservation des écosystèmes. Sayon Kourouma. Nous sommes à Farana, à 430 km de la capitale guinéenne. Ici,
prend source le fleuve Niger, le troisième le plus long d'Afrique. Seulement voilà, depuis peu, le niveau d'eau est au plus bas, même en cette saison pluvieuse. Conséquence de la coupe abusive de bois. La forêt guinéenne est entièrement dévastée. Tenez, nous sommes passés de 14 millions d'hectares de terres de forêt en 1960. Aujourd'hui, on est à 700 000 hectares. Donc, voyez toute cette perte que nous avons subie en l'espace d'un demi-siècle, c'est-à-dire à peu près 13 millions d'hectares. On le voit aujourd'hui, tous ces dérèglements climatiques. Et la Guinée était connue par sa verdure, par sa végétation, par son écosystème. Aujourd'hui, cet écosystème est en train de disparaître. Il faut s'arrêter, se poser les bonnes questions, mais appliquer aussi les bonnes politiques. Et pour l'État, les bonnes politiques, c'est justement de sévir. Récemment, le gouvernement d'Alpha Condé, à travers un décret, a décidé d'interdire la coupe de bois en Guinée et la délivrance de permis. Une décision saluée par les écologistes guinéens. Vraiment, la Guinée, on abuse vraiment de l'environnement. Et il n'est pas sans savoir que l'environnement, c'est notre vie en fait. Il faut la protéger. Donc nous sommes là pour vraiment soutenir l'idée du ministre. Parce que l'environnement qui est là, les arbres, c'est ce que nous respirons. Les arbres absorbent le CO2 que nous dégageons et nous donnent de l'oxygène que nous respirons. Imaginez quand on coupe les arbres sans reboiser. On ne fait que déboiser. Pourtant, ça favorise la sécheresse. Ça va rendre la vie difficile dans des années. Actuellement, quand on décide d'arrêter, nous allons souffrir pour un temps, mais c'est pour notre intérêt en fait. Et sur le terrain, la souffrance est déjà là. Aujourd'hui, le bois qui se vend à prix d'or est inaccessible pour un bon nombre de Guinéens, notamment chez les petits exploitants. Consommation locale, tout Madrid, 1 million. 1 million, il y a double 1 million. Donc il est un també la Guinée dit à mon stade study il est et mon going study ça mon ramma parce que il y a Woody 15 1 million et là ça Woody ça nani ça de Keren il faut 10 à 15 millions est-ce que on temps pour le Maghreb mon study tout mangasa ya Mali ne ira Woody ben consommation locale na ben on ga dombe et quand il n'a on ga tan soto ne ga ta ga fait man gwatema ga sere ko ko ça na ma et ga décision tout mon également comme il faut. Les prix sont multipliés maintenant sur le terrain. Non seulement le prix du bois était cher, mais après le communiqué de l'interdiction aussi, ça augmente encore toujours le prix. Donc ça nous emmerde vraiment ça nous fatigue. Considérée comme un château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, la Guinée peine aujourd'hui à protéger son écosystème. Un fait qui risque d'avoir des conséquences sur toute la région ouest-africaine. Car il faut le rappeler aujourd'hui, le fleuve Niger qui prend sa source à Farana alimente plusieurs pays de la sous-région, dont ceux du Sahel, à l'image du Burkina Faso, du Mali ou encore du Niger. Voilà, c'est la fin de ce journal des correspondants. Merci à tous ceux qui ont contribué au tournage, au montage et à sa réalisation. En leur nom à tous, je vous dis merci de nous avoir suivis. Excellent week-end sur Télé Sud. À la semaine prochaine.